Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les commentaires du premier sujet qui était à faire cette semaine, le sujet Pondichéry 26 avril 2017, l'exercice 4, pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité, puisque nous sommes en spécialité mathématiques. Donc cet exercice, dès le début, on le voit, est un exercice avec des suites. Des suites peuvent être définies de deux manières différentes en spécialité, on l'a vu, soit des suites définies sur un rang 2, c'est-à-dire où on a un plus 2 en fonction de un plus 1 et un, et on a une méthode dans le cours pour résoudre ce type d'exercice, soit des exercices où les suites sont définies comme un système de suites. On a une suite UN et une suite VN qui dépendent chacune l'une de l'autre. Et on voit tout de suite que c'est ce qu'on a ici, puisqu'on a UN plus 1 qui vaut 2UN plus 3 VN et VN plus 1 qui vaut 2UN plus VN. On a donc deux suites, UN et VN, qui dépendent chacune l'une de l'autre. On nous donne aussi les premiers termes de la suite, U0 égale V0 égale 1, et on sait déjà, par avance, avant même de regarder le sujet, vous voyez, je ne vois pas la suite du sujet, on voit déjà que on va devoir étudier ces suites de manière matricielle. On sait que des suites définies l'une par rapport à l'autre sont étudiées par une suite de matrices carrées de taille 2, avec une matrice colonne éventuellement, et qu'on va étudier une suite de matrices qui sera une suite avec des gros guillemets géométrique de matrices, puisque vous savez qu'on ne parle pas de suite géométrique dans les matrices, mais on va avoir cette suite à étudier avec les démonstrations par récurrence classiques et avec une étude classique de suite. Mais dans cet exercice, que je n'ai pas choisi au hasard, il y a une petite partie arithmétique aussi qu'on va devoir étudier. Donc ici, première partie, somme toute très classique, une partie conjecture. Donc, si je descends un petit peu, on calcule les premiers termes de la suite, donc le rang, pour n égale 0, 1, 2, 3, 4, et les termes de la suite un et vn. On calcule les premiers termes de la suite, et la première question qu'on vous pose, c'est une question informatique. Alors vous savez que dans chaque sujet bac, il y a soit une question algorithmique, soit une question tableur. Ici, c'est une question tableur. La question tableur est quelle est la formule qu'il va falloir remplir dans les cases B3 et C3 en tableur pour pouvoir tirer la formule vers le bas et remplir les autres cases du tableur sans refaire les calculs à chaque fois, ce qui est l'intérêt du tableur. Donc ici, pour la case B3 et C3, ce qu'on veut calculer finalement, c'est les termes U1 et V1. D'accord? Donc, U1, d'après ma formule, devrait être égal à 2U0 plus 3V0, et V1 devrait être égal à 2U0 plus V0. On a juste ici à remplir avec une formule tableur qui commence toujours par un égal, et ici on aura donc égal. On doit prendre 2 fois la suite UN et 3 fois la suite VN, c'est-à-dire égal 2 fois la case U0, donc qui est la case B2, plus 3 fois la case V0, qui est la case C2. Ici, on va donc avoir égal 2 fois B2 plus 3 fois C2. Voilà. 2 fois la case UN plus 3 fois la case VN. On peut faire exactement de la même manière ici. On n'oublie pas de commencer ces formules par un égal. Et on reprend. Ce sera donc 2 fois la case UN et 1 fois la case VN, c'est-à-dire 2 fois B2 plus 1 fois C2, avec un égal devant bien entendu. Et en tirant ces formules vers le bas, on pourra calculer les termes des suites UN et VN. Bien. On vous demande de faire une deuxième conjecture, le PGCD de UN et VN. Alors, PGCD de 1 et 1, ça fait 1, PGCD de 5 et 3, ça fait 1, PGCD de 19 et 13, c'est peut-être moins visible, mais ça fait 1 aussi. Vous pouvez faire la même chose avec 77 et 51, 307 et 205, à chaque fois vous trouverez 1. Donc, a priori, comme sur les 4 ou les 5 ici premiers termes de la suite, on peut, des suites UN et VN, on peut voir que le PGCD est 1, on va pouvoir conjecturer que pour la totalité des suites UN et VN, le PGCD de UN et de VN sera toujours 1. C'est une conjecture, on ne demande pas de justification, juste de remarquer que le PGCD doit être égal à 1. Bien, on poursuit ce tableau sur les étapes 12, 13, 14, 15, c'est-à-dire pour n qui vaut 10, 11, 12 et 13. Alors, pour ces, pour ces termes-là, pour ces rangs-là, les termes sont beaucoup plus grands pour la suite, et on vous demande d'évaluer la conjecture, la suite UN sur VN converge. Alors, évaluer une conjecture, c'est est-ce que vous arriveriez à la même conjecture? Bon, eh bien regardons, si on fait UN sur VN à chaque fois ici,
vous allez voir que le résultat, d'accord, si vous faites 1 258 291 sur 838 861, vous allez trouver un résultat qui se rapproche de plus en plus ici de 1,5. On a donc tendance à dire que la suite UN sur Vn, qu'on pourrait appeler WN par exemple, donc WN, cette suite quotient, a l'air de se diriger vers 1,5. Ce n'est vrai que jusqu'à n qui vaut 13, ce n'est vrai que sur des exemples, on n'a rien démontré, c'est une conjecture, mais a priori, cette conjecture semble légitime. La suite UN sur Vn semble tendre vers 1,5. Comme 1,5 est un réel, la suite UN sur Vn semble avoir une limite réelle, et donc elle semble converger. On peut donc décemment penser que la conjecture la suite UN sur Vn converge est une conjecture valable, qu'elle est légitime, et que c'est une conjecture à laquelle vous pourriez arriver vous aussi si on vous posait la question. Bien, alors ici, partie B. Partie B, c'est une partie un petit peu différente. Généralement, dans ce type d'exercice, on n'a pas du tout d'arithmétique. Sauf que là, vous avez vu déjà que dans les conjectures, on vous parlait du PGCD de UN et Vn, et ici, on va vous demander de démontrer que le PGCD de UN et Vn vaut 1, c'est-à-dire de valider votre conjecture de la première partie, de la partie A. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très peu fait cette année, et surtout qui est très spécial dans les exercices sur les suites, et plus particulièrement sur les suites de matrices. C'est assez rare de trouver des exercices sur les suites de matrices qui utilisent un petit peu d'arithmétique. Donc ici, il y a une démonstration par récurrence. Je vous laisserai regarder la correction pour cette démonstration. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser la question. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment, depuis cette égalité-là, on peut en déduire le PGCD de UN et Vn. Nous, on a tendance à utiliser les couples de Bezout dans le cadre des équations diophantiennes. C'est-à-dire qu'on dit que les nombres sont premiers entre eux, et donc qu'il existe une solution à l'équation diophantienne qu'ensuite on trouve avec un algorithme étendu, un algorithme d'Euclide étendu, pour faire une solution particulière à notre équation diophantienne, puis on trouve le terme général, l'expression générale des solutions de cette équation. Et là, il faut faire l'inverse. En fait, ici, vous avez une équation diophantienne qui a déjà été résolue. Si on appelle UN et Vn x et y, vous avez 2x moins 3y égale soit moins 1, soit 1 en fonction de la valeur de n, si n est pair ou impair. Bien, si il existe deux entiers, ici 2 et moins 3, tels que 2un moins 3vn vaut 1, alors le PGCD de UN et Vn vaut 1 aussi. Le couple de Bezout, c'est une équivalence. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si le PGCD vaut 1, il y a des solutions. S'il y a des solutions à l'équation, alors le PGCD vaut 1. Donc ici, pour les n qui sont impairs, c'est-à-dire quand n est impair, n plus 1 est pair, et donc moins 1 puissance n plus 1 vaut 1. Quand n est impair, il y a une solution à l'équation diophantienne x un moins yvn égale 1, qui est la solution 2 moins 3, et donc les termes un et vn sont premiers entre eux, par équivalence du couple de Bezout. Dans l'autre sens, si n est pair, n plus 1 est impair, et donc moins 1 puissance n plus 1 vaut moins 1, il vous suffit ici de multiplier à gauche et à droite sur votre équation par moins 1, et vous avez moins 2 un plus 3vn qui vaut 1 quand n est pair, et donc vous avez encore une fois une solution à une équation diophantienne. Vous trouvez un couple de Bezout qui fonctionne pour un et vn, et donc un et vn sont encore une fois premiers entre eux. Ça, c'est un raisonnement qu'on a très peu appliqué cette année, voire pas du tout, donc je trouvais ça intéressant de vous le proposer ici. Bien, partie C, l'étude matricielle. Alors là, on rentre dans ce qu'on connaît très bien. Étude matricielle, on a une matrice colonne, UN, Vn, on a une matrice carrée P, 1, 3, moins 1, 2. Alors, ce n'est pas la matrice A que l'on pose habituellement, d'accord? Il va falloir qu'on fasse attention, on n'est pas exactement dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et une matrice Qn où on voit déjà apparaître les puissances à l'intérieur. Donc cette matrice Qn, on sait qu'elle contient déjà notre matrice diagonale qui a été mise à une certaine puissance et qui a été multipliée à une des deux matrices de passage, les matrices inversibles. Regardez les exercices qu'on a déjà fait là-dessus, à chaque fois c'est A qui vaut une matrice inversible fois une matrice diagonale fois l'inverse de la matrice inversible. Et ici Qn contient déjà notre D puissance n. Donc on ne va pas avoir besoin de faire les démonstrations par récurrence habituelles. Pour ce faire,
On peut aussi se rendre compte que ici, on vous a déjà demandé une démonstration par récurrence et que c'est assez rare dans un exercice type bac d'avoir 2 démonstrations par récurrence. Ça serait très lourd à écrire pour les élèves, pas très intéressant. Donc si vous en avez eu une avant, vous pouvez vous dire que vous n'aurez pas les démonstrations par récurrence classiques ici. Bien. Première question, montrer que la matrice 1 cinquième de 2 moins 3, 1, 1 est l'inverse de P. Deux manières de faire ça, soit on la multiplie à P et on trouve que ça fait la matrice identité, et pas de problème. Vous pouvez la multiplier dans n'importe quel sens. Je vous rappelle que si P fois Q vaut identité, alors Q fois P vaut identité et que la matrice Q et la matrice P sont inverses l'une de l'autre. C'est un des théorèmes du cours. Deuxième manière de faire, vous pouvez aussi calculer directement l'inverse de la matrice P. Vous avez un théorème pour les matrices de 2. Si ce terme est le terme A, B, C, D, pour les coefficients ici, A, B, C, D, alors un inverse de la matrice P sera 1 sur A fois D moins B fois C, d'accord, qui va ici faire un cinquième. Et puis, à l'intérieur de la matrice, vous inversez A et D, c'est-à-dire qu'ici vous avez un 2 et ici vous avez un 1, et vous inversez le signe ici, d'accord, vous calculez les opposés de 3 et moins 1, c'est-à-dire que ici vous allez avoir 1 et ici vous allez avoir moins 3, ce qui est exactement ce qu'on retrouve ici. Et donc notre théorème d'inversion des matrices de 2 nous donne directement que cette matrice est l'inverse de la matrice P. Si vous faites cette méthode, pensez bien à citer la totalité du théorème. Pour une matrice P qui s'écrit A, B, C, D, elle est inversible si et seulement si AD moins BC est différent de 0, et à ce moment-là, on a la matrice P moins 1 qui vaut 1 sur AD moins BC fois la matrice D moins B moins C A. Bien, donc ces deux méthodes sont valables. Oups, j'ai été trop bas. Pour la petite b ici, on admet cette égalité matricielle. D'accord? Donc on a ici la matrice xn qui est un-vn en fonction d'une grosse matrice, qn fois p-1, donc qn ici et puis p-1 que nous avons trouvé ici, fois x0 qui est la matrice u0v0 et donc la matrice 1,1 d'après les données du problème. En calculant tout ce gros produit de matrices, on va réussir à trouver que la matrice xn vaut une autre matrice colonne, qui sera la matrice colonne ici, avec ce terme en haut, ce terme en deuxième coefficient. Deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux, et donc le premier coefficient de xn, qui est un, sera égal au premier coefficient de la matrice colonne. Le deuxième coefficient de vn sera égal au le deuxième coefficient de xn, qui est vn, sera égal au deuxième coefficient de la matrice colonne, qui sera ce truc-là. Bien, ensuite, on vous demande de faire un petit peu de calcul sur les fractions. D'accord? Donc ici, il suffit de diviser au numérateur et au dénominateur par 2 puissance 2n plus 1. D'accord? Ici, si vous mettez un sur vn et que vous faites des manipulations en passant ce 2 puissance 2n plus 1 au dénominateur ici, dénominateur là, d'accord, et ici, pareil, en divisant par 2 puissance 2n plus 1, ce qui le fera disparaître, vous allez vous retrouver avec cette forme ici. Pourquoi cette forme est intéressante? Parce qu'on se retrouve avec des quotients qui nous font presque penser à un certain quotient mis à la puissance n, ou en tout cas à une suite géométrique. On y est presque ici sur des suites géométriques, et on sait qu'on connaît les limites des suites géométriques. Bien, pour en déduire les limites, cependant, on a un petit problème, c'est qu'ici on a un moins 1 puissance n plus 1, et vous savez que moins 1 puissance n plus 1, ça oscille entre moins 1 et 1, ça n'a donc pas de limite. Donc, la stratégie ici est de dire que moins 1 puissance n plus 1 vaut soit moins 1, soit 1, et donc qu'il est toujours plus petit que 1 puissance n plus 1. D'accord? En particulier, moins 1 puissance n plus 1, c'est soit égal à moins 1, soit égal à 1, donc c'est toujours plus petit que 1. Du coup, toute cette fraction ici va être plus petite que 1 sur 2 puissance 2n plus 1. 2 puissance 2n plus 1 par le théorème des limites géométriques, ça tend vers plus infini. Donc on se retrouve avec un 1 sur plus infini, ou alors une suite de raison 1 demi. Vous pouvez aussi l'écrire 1 sur 2 le tout puissance 2n plus 1. Suite géométrique de raison 1 demi, qui va donc tendre vers 0. Vous avez donc tout ce quotient qui tend vers 0. Vous pouvez faire exactement la même chose ici. Et vous avez donc le quotient un sur vn par composition de limite de suite qui tend vers 3 demi, le 1,5 que nous avions trouvé au début. Voilà, j'espère que ce petit commentaire vous aura aidé à voir un peu plus clair dans cet exercice. Bonne journée à tous.